Bonsoir et bienvenue dans votre magazine Info 7. Cette semaine, l'actualité congolaise est dense et ne laisse aucun repos. Nous reviendrons sur les inondations qui paralysent la capitale de la République démocratique du Congo, siège des institutions de la RDC avec leurs conséquences sous un regard silencieux des autorités, notamment le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, la première ministre Judith Suminwa, Daniel Bumba, gouverneur de Kinshasa, qui semble être dépassé par la situation selon certains observateurs. Madame, Messieurs, nous parlerons également de la rencontre entre Félix-Antoine Tshisekedi et les Léopards, les héros du moment après leur éclatante victoire face au Nigeria dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. Et à la Chambre basse du Parlement, les députés ont adopté le budget de l'exercice 2026, un texte stratégique qui engage l'avenir de la République démocratique du Congo. Et puis, nous analyserons la portée de la signature de l'accord RDC AFC M23 à Doha. Cet accord qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et salive, mais aussi nous reviendrons sur les recrutements de magistrats dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et sur ce plateau, Madame, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir Maître Jean-Marie Kabengela. Honorable Maître Jean-Marie Kabengela, comme politique et scientifique sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Madame Noëlla Lutumba Kambaja. Alors, un plaisir de vous retrouver dans ce magazine Info 7 pour décortiquer bien sûr l'actualité de la semaine. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis à votre disposition. Maître Jean-Marie Kabengela, vous êtes à Kinshasa. Depuis un temps, vous le savez, Kinshasa fait face à des inondations. Comment est-ce que vous vivez cette situation? Avec beaucoup de regrets que nous, Quinois, nous, peuple congolais, nous vivons la situation des inondations à Kinshasa. C'est le fait de nos ministres successifs de l'urbanisme et habitat, aménagement du territoire. Il me semble que la plupart des gens qui ont animé ce ministère ne connaissent pas ce que c'est l'urbanisme. On a eu Pius Mwabilou, on a eu tous ces gens-là, vous voyez même Luando. les autorisations de bâtir qu'ils accordent aux constructeurs, aux propriétaires, ne tiennent pas compte d'abord de l'étroitesse des avenues. Sur une avenue qui a à peine 2-3 mètres, on construit un immeuble. Donc le à 10 non-respect des étages. normes environnementales. Donc rien n'a été respecté. Et aujourd'hui, c'est ajouté les constructions de routes. Lorsqu'on creuse, on empêche l'eau de couler et les constructeurs ne tiennent pas compte qu'on n'empêche pas les eaux. Les eaux, on leur laisse le passage parce qu'à un moment, quand l'eau a une force, lorsqu'elle est étouffée, à un moment, les digues vont céder et c'est la situation que nous sommes en train de vivre ici à Kinshasa. Donc aujourd'hui, les différents ministres de l'urbanisme et habitat sont comme en partie responsables de la situation. En grande partie responsables parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est l'urbanisme, ne savent pas comment on collecte les eaux, comment on les évacue. C'est curieux que la commune comme celle de la Gombe, Barumbu, qui sont proches du fleuve, qui est des inondations, alors qu'il suffit d'une bonne construction, d'une bonne orientation des eaux pour que Kinshasa ne soit pas inondée. Mais depuis un temps, il y a même la Mételsat qui ne cesse quand même d'alerter sur les inondations, hein, des alertes en ce qui concerne quand même les dégâts que la pluie, que Dame la pluie peut toujours causer, mais le comportement des autorités. Ces alertes, c'est pour que les autorités prennent des dispositions. Aucune disposition, nous le constatons malheureusement. Kinshasa, siège des institutions. Alors, c'est ici le moment d'interpeller la première ministre, le ministre de l'urbanisme et habitat, ainsi que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Rendez au peuple congolais, rendez aux habitants de la ville de Kinshasa ce que ce peuple a droit d'attendre des autorités. Donc on ne peut pas
à chaque instant citer le président de la République. Le président de la République ne gère pas. Le président de la République a des compétences qui sont particulières, mais dans la gestion de l'État, c'est la première ministre. Mais tout c'est sous le haut patronage du président de la République. Aucun texte constitutionnel ne le dit. Nous ne pouvons pas insinuer là où la Constitution ne lui donne pas. Donc il a fait confiance à la première ministre, aux membres du gouvernement. C'est à eux de jouer leur partition pour pouvoir donner au peuple congolais ce que ce dernier a droit d'attendre. On va se rappeler que lors d'un conseil de ministres, le président de la République est monté au créneau une fois de plus en promettant au peuple congolais qu'il devait réunir en urgence les acteurs qui interviennent dans ce secteur. Et Félix Tshisekedi avait promis des sanctions. Alors l'inquiétude aujourd'hui des Congolais, c'est de voir que malgré ce temps utilisé par le président de la République, jusqu'à ce jour, Félix Tshisekedi n'a pas convoqué cette réunion d'urgence. Encore moins, les Congolais vont quand même se rappeler que Félix avait promis d'évaluer quand même. L'évaluation dans 6 mois, c'est bientôt au mois de février. Évaluer, je parle là de l'évaluation de la gestion de différents gouverneurs. Bon, je pense que chaque chose a son temps. Une autorité à la hauteur du président de la République ne doit pas agir de manière aléatoire. Il doit réunir tous les éléments d'appréciation. Mais la parole du président est sacrée, dit-on. Il n'avait pas fixé un temps, un jour et une heure bien précis pour pouvoir prendre toutes ces mesures-là. On parle d'urgence. Donc on annonce. On parle Quand on annonce, l'annonce du président de la République peut constituer des alertes par rapport aux autorités qui ont la tâche, qui ont la charge d'accomplir tel ou tel acte. De façon qu'à un moment, lorsque celui qui a le pouvoir de nommer et de relever, de révoquer, agirait, qu'on ne puisse pas dire que c'est dans l'arbitraire parce qu'au moins il aura sonné la sonnette d'alarme. Mais maintenant, les temps est largement quand même passé en ce qui concerne l'évaluation du travail des différents gouverneurs. Bon, actuellement, je ne pense pas qu'il revient au président de la République de gérer le gouverneur. Mais celui qui avait promis cette évaluation. Cette évaluation, maintenant, il doit passer par les assemblées provinciales qui ont à leur disposition les instruments juridiques pour pouvoir faire le contrôle parlementaire. Le président de la République a une compétence liée tant dans l'investiture de gouverneur de province que dans la déchéance. Donc le président de la République a une compétence liée, ne peut pas agir en lieu et place des assemblées provinciales tant que l'assemblée provinciale n'aura pas élu un gouverneur, le président de la République ne pourrait pas l'investir. Tant que les assemblées provinciales n'auraient pas déchu un gouverneur, le président de la République ne peut pas en prendre acte. Quand bien même il faut déplorer qu'actuellement, les motions de défiance et de censure au niveau des assemblées provinciales sont monnayables et ont pour finalité de déstabiliser les exécutifs provinciaux. Et lorsque les services d'intelligence s'y mêlent, on trouve que la plupart sont à but de favoriser l'incursion des ennemis de la patrie. Alors, comme vous parlez des motions, on va se rappeler quand même à Kinshasa, le gouverneur était quand même visé par une motion, mais après tout ce qui s'est passé, maintenant c'est une paix qui règne à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Alors, maître, comment est-ce que vous voyez cette démarche? Bon, une motion de censure ou de défiance peut être initiée et abandonnée pour des raisons multiples parce que ce sont des actes hautement politiques. Donc, on peut juger que quand bien même la motion serait recevable, mais que les griefs ne seraient pas établis, alors, donc on peut abandonner. Alors, s'agissant des griefs, on reprochait à Daniel Bumba quand même la gestion de Kinshasa qui n'est pas satisfaisante selon l'initiateur de la motion. Est-ce que vous êtes satisfait du visage actuel que présente la capitale? Non, le visage que représente la ville, la province de Kinshasa n'est pas bonne, n'est pas celle à laquelle on pouvait s'attendre avec le gouverneur Daniel Bumba, pour preuve qu'il y a une délinquance routière, il y a une délinquance de mœurs à Kinshasa,
il y a des comportements à décommander. Nos enfants, nous-mêmes, nous vivons à longueur de journée des insultes sur la voie Donc publique. aujourd'hui, Kinshasa est caractérisé par tous les mots qu'on peut décrire. Tous les mots sur le plan moral, sur le plan de la conduite. Je venais d'Europe. Ce qui a fait ma santé en Europe, ce n'est pas parce que je mangeais bien, c'est parce qu'il y a l'ordre. Tout s'est fait selon l'ordre. Ici, on ne connaît plus, nous qui conduisons de fois, on ne connaît plus la notion de la distance de sécurité quand vous roulez sur la chaussée. Parce que ce que vous laissez comme distance de sécurité, devant, derrière, à gauche et à droite, c'est les motards, taxis-motards qui s'y mêlent au point que vous ne savez même pas faire de manœuvre avec votre véhicule. Et donc c'est cela qui explique maintenant les désordres sur la chaussée. Pourquoi cela est dû à quoi? C'est parce que ces gens-là, leur comportement délinquentiel n'est pas assorti de sanctions. Or, si vous voyez seulement le comportement des taxis-motards sur la chaussée, c'est beaucoup d'argent que l'État peut recouvrer si jamais chaque déviance. L'argent qui peut servir à Daniel Bumba d'assainir Kinshasa. Bien sûr. Il faut donc sanctionner. Vous êtes en train de dire aux Congolais qui vous suivent maintenant que l'État est absent à Kinshasa. Je prévois même qu'il y ait des cachots de 12 heures. Avec la police, vous faites la contravention avant de payer les amendes, que vous soyez gardé pendant 12 heures en garde à vue. Comme ça, et avant de sortir, vous pouvez payer par exemple 10 000 francs et ça va entrer dans la caisse de l'État, ça va nous permettre de bien gérer la cité. Mais il y a des lois qui existent, placées dans les oubliettes. Bon, je ne sais pas, cette question aussi, celui qui gouverne doit avoir une équipe de gens intelligents qui doivent l'aider à préparer le texte, à afficher de comportement à prendre certaines situations en charge. Nous qui avons fait aux humanités, les sciences sociales, on nous dit toujours quand il y a des phénomènes, on se pose la question de savoir quelle est la variante dépendante, quelle est la variable indépendante. Et dans la situation actuelle, la variable indépendante, c'est le comportement des taxis-motards sur la chaussée. Eux-mêmes se font écraser. Je pense à un moment, pour arrêter que les taxis-motards ne se fasse pas écraser, il faut discipliner, il faut moraliser. Mais curieusement, on est là. C'est pas le cas. On dit souvent que nul n'est au-dessus de la loi, mais c'est pas ce que nous vivons dans la capitale congolaise. Alors, maître, vous confirmez quand même que la motion qui a été initiée, c'était une bonne démarche pour rétablir quand même Kinshasa. Je n'en connais pas la teneur, ni la vocation, la finalité. C'est quelque chose qui est prévu par le texte. Voilà. On peut y mais dire recourir. que maintenant, cette motion a été mise de côté, peut-on dire que les élus qui sont censés défendre les intérêts de leur base, du peuple congolais, particulièrement la population de Kinshasa, sont complices? Non, ils ne sont pas complices. Je dis que la motion ou les motions sont prévues. Mais les recevabilités également prévues, mais on peut se trouver devant un cas où les griefs ne sont pas établis. De deux, on peut se poser la question, vous ne voulez pas de la tête de Daniel Bumba, vous voulez celle de qui? Et s'il n'y a pas de tête valablement remplaçable, vous allez faire quoi? Ça ne sert à rien de tourmenter l'exécutif provincial lorsque vous n'avez pas. Donc, ils doivent quand même laisser la population souffrir. Pas souffrir, il y a d'autres mécanismes. Ici, c'est pas seulement le gouverneur, il y a le chef de quartier. Vous voyez, nos routes il y a des autorisations d'occupation précaires qui étouffent les rues. Qui fait ça? C'est le bourgmestre. C'est le chef de rue, le chef de quartier. Je ne sais pas s'ils existent encore. Il y a même un édit sur la protection. À Bandal, vous ne pouvez plus circuler. Donc les gens sortent le soir sur la chaussée, sur l'avenue, empêchant même le véhicule de passer. Alors qu'on a un édit de l'ancien vice-président de l'Assemblée provinciale, Francis Chibalabala, sur la protection des emprises publiques. Hein. Non, les emprises publiques ne sont plus protégées. Pour ma commune de Bandal, si vous y allez, donc vous n'avez pas où passer. Partout, les gens boivent sur la chaussée.
Alors, maître, avant de prendre ce premier dossier en un mot, vous avez certainement suivi la décision du ministre de l'Intérieur qui avait interpellé quand même le président des assemblées provinciales en ce qui concerne les motions et d'autres démarches qui visiblement rendent les provinces instables. Vous, en tant qu'homme de droit, cette décision est légale alors que ça rentre dans les attributions des assemblées? J'ai lu, je ne pense pas que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ait suspendu la Constitution. La prudence que cette interpellation, c'est comme ça que je qualifie, c'est que les services de renseignement ont rapporté aux décideurs que dans les assemblées provinciales, il y a 2 gens qui sont en contact avec les rebelles et qui font des motions pour déstabiliser les institutions provinciales afin que, à un moment du chaos, les ennemis de la patrie puissent s'inviter. C'est que nous avons appelé les anarcho-profito-situationnistes. On crée une situation chaotique pour que ça profite aux ennemis. Nous prenons le cas de la province de la Tchopo. Okay. Cette province est convoitée par les rebelles. Et vous avez vu dans certaines provinces, les premières personnes qui ont laissé les territoires vacants, ce sont des gouverneurs. Mais à Tchopo, contrairement, on a trouvé un jeune gouverneur qui est là et qui a montré la loyauté non seulement à Félix Tshisekedi Tshilombo, mais également à la patrie qui est restée. Qui n'a pas cédé aux quitté et qui a maintenu sa présence et l'impérium de son pouvoir. Mais lorsqu'on mène des investigations, que ce soit ici, on trouve qu'il y a et des ministres et des députés nationaux qui tentent de déstabiliser l'exécutif provincial à Tchopo. Et le même opérateur politique, ministres et députés nationaux et provinciaux, ont des contacts avec les rebelles. Vous comprenez que c'est à titre, comme le ministre de l'Intérieur est à la fois le ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation, la question sécuritaire l'intéresse. C'est ainsi qu'il a agi dans ses attributions de gestionnaire de la sécurité pour dire attention avec vos motions à but lucratif, monnayable, mais qui, in fine, doivent profiter aux rebelles. Je pense qu'on n'a pas attaqué la Constitution, on n'a pas attaqué la loi, mais on a fait de façon que ceux qui doivent voter de motions des assemblées provinciales sachent que l'État congolais est au courant du sens et de la finalité de leur démarche. Alors, Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine et on se retrouve juste après pour un autre débat. Nous, représentants de syndicats des professionnels et administratifs de la santé, avons le profond regret d'informer la communauté tant nationale qu'internationale que ses membres en général et son président en particulier sont victimes de l'insécurité. Pour votre gouverne, en date du 20 novembre dernier, le président Jean-Fidèle Boyo Ekangou, coordonnateur de l'intersyndicale de la santé, a été visité par des personnes non identifiées en uniforme militaire ayant détruit et emporté tous ses biens. Cela prouve à suffisance que les syndicalistes sont visés délibérément, pourtant acteurs principaux de la paix sociale. Nous condamnons et dénonçons avec la dernière énergie les actes de banditisme. Nous demandons aux autorités compétentes, surtout celles de la sécurité, à prendre toutes les dispositions pour la sécurisation de tous les citoyens congolais en général et en particulier les syndicalistes du secteur de la santé. Néanmoins, nous assurons aux uns et aux autres que ces actes inciviques ne constitueront en rien un élément d'intimidation qui nous fera reculer pour la défense des intérêts socio-professionnels des agents et cadres du secteur de la santé.
c'est vrai que nous avons, à mon avis, fait le plus dur, je pense. Enfin, j'espère, parce que l'Afrique, le niveau aujourd'hui en Afrique, il est très élevé. Je crois qu'on a fait le plus dur, mais ce qui reste à faire est tout aussi dur aussi, surtout émotionnellement, parce que là, vous allez vraiment ressentir la pression encore plus. Vous avez vu cette ovation improvisée, on va dire, qui vous a été faite aujourd'hui, cet accueil. Ben, dites-vous bien que quand vous aurez décroché cette qualification, ce sera 10 fois plus que ce que vous avez vu aujourd'hui. Donc restez concentrés s'il vous plaît les gars. Ce qui reste à faire est vraiment, allez, c'est vraiment, j'allais dire, dur, c'est dur. Ne croyez pas que la partie est gagnée. J'ai toujours dit que vous étiez les meilleurs, que nous avons le meilleur coach, mais attention, ne nous emballons pas. Ne jouons pas sur notre assurance en étant convaincu qu'on va gagner. Non, il faut mouiller le maillot comme vous l'avez fait hier. Hier, c'est encore même mieux que le Cameroun. On a quand même souffert contre le Cameroun. Mais hier, franchement, surtout en deuxième mi-temps, et les prolongations, il ne nous manquait plus que le but. Donc vous avez été splendide. Et jouer à ce niveau-là, et je crois que tous les adversaires que nous rencontrerons maintenant dans le dernier tour, ils seront à notre portée. Mais vous êtes des pros, vous savez comment est-ce qu'on prépare ce genre de choses. Moi, je n'ai pas à faire le job à votre place. Vous êtes bien entourés. Moi, mon travail sera de veiller à ce que vos intérêts à tous, le staff comme joueur, que tout soit nickel, que vous n'ayez aucun souci pendant que vous serez concentré sur votre travail. Ça a toujours été mon job, de vous mettre à l'abri de soucis. Vous devez, en entrant sur le terrain, savoir simplement que vous avez une mission à accomplir. Le reste, ça ne va pas être votre problème parce que nous le prenons, nous nous en occupons. Nous voulons vous mettre dans les meilleures conditions. Et ce sera comme ça aussi à la Coupe du Monde. Parce que malheureusement, vos aînés en 1974, eux ont été un petit peu oubliés là-bas et c'est ça qui a disjoncté. Pourtant, on avait aussi une très très bonne équipe à l'époque. Présenté en équilibre tant en recettes qu'en dépenses, le budget 2026 s'élève à 59,21 milliards de francs congolais. Il marque une hausse de 16% par rapport au budget rectificatif 2025 arrêté à 50,692 milliards de francs congolais. Cette progression, selon le gouvernement, reflète l'ambition de renforcer la capacité de l'État à financer les services publics essentiels, à soutenir la croissance et à poursuivre la modernisation du pays. Devant les élus nationaux, la première ministre Judith Suminwa a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des débats et la pertinence des recommandations formulées par les députés. Et la vitalité de notre économie. Ensemble, faisons de ce débat un espace d'émergence d'idées nouvelles, d'innovation durable pour notre pays. Ce projet de loi n'est pas simplement un document comptable. Il incarne notre ambition collective, notre volonté de transformer nos défis en opportunités, en diversifiant notre économie, en renforçant nos infrastructures et en améliorant durablement le quotidien de nos concitoyens. Par ailleurs, elle a réaffirmé la disponibilité du gouvernement à collaborer étroitement avec les députés nationaux lors des travaux en commission afin d'enrichir davantage les textes. Après sa déclaration des recevabilités, le projet de loi des finances 2026 sera transmis à la Commission économique et financière ECOFIN de l'Assemblée nationale. Celle-ci procédera à un examen détaillé des prévisions, des priorités sectorielles et des équilibres macroéconomiques avant la présentation du rapport en plénière pour adoption. Alors, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu avec les léopards aussitôt qu'ils ont regagné la capitale de la RDC. Une démarche critiquée par certains Congolais à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Alors, Maître Kabengela, votre réaction, la démarche de Félix-Antoine Tshisekedi, vous a aussi énervé? Non, contrairement, je suis l'homme le plus heureux Ah bon? à voir la posture du président de la République.
je ne sais pas s'ils critiquent, ils critiquent négativement non, ou ils ont dit, positivement. mais le pays a besoin d'argent, à l'Est, il y a une situation, même si ce match a mis tout le monde d'accord, parce qu'on a vu même des... Vous voyez, des gens même à l'Est voilà. qui ont jubilé. Il faut reconnaître ici que les Léopards portent le pays sur la scène internationale au moyen du sport de football. Et comme le premier des citoyens, vous avez vu, il n'y avait pas que le président de la République. Plusieurs personnes. Quand le peuple congolais dans son ensemble est dans la joie, le président de la République ne pouvait pas rester indifférent. Les gens doivent noter que beaucoup attendaient l'échec de la République démocratique du Congo pour tirer sur Félix. Comme si c'était lui, le sélectionneur ou celui qui serait sur terrain. Ouais. Mais les gens doivent noter que le président de la République nous a donné une preuve, même à ses détracteurs, la preuve qu'il est un président légitime, aimé et qui ne se méfie pas de son peuple. Ah bon? Pendant 18 ans, c'est ça le message que Félix Tshisekedi a envoyé. c'est ça que moi j'ai noté, qu'il est légitime, qu'il est avec son peuple, ils marchent ensemble. 18 ans, ce pays a été dirigé par un président de la République militaire de son État, des formations, mais qui avait peur de rencontrer, d'être en contact avec la population. Vous voulez dire quoi? Kabila avait peur de rencontrer sa population? Dites-moi depuis quand il a osé être à 19h, nuit tombant, avec la population. Et mais Félix dit, moi je suis aimé par la population, et rien ne peut m'arriver parce que le peuple m'aime. Raison pour laquelle il était là, alors que le militaire avait peur de la population, d'affronter la population. Quand vous avez un pouvoir, avec l'accompagnement de la population, vous ne pouvez pas vous méfier de vos électeurs. Et c'est cela le grand message que le peuple est content de la victoire des Léopards. Moi, en tant que président de la République, je suis content, je n'ai pas accueillir ceux qui font la fierté de notre pays. Alors, les détracteurs attendaient l'échec pour tirer sur Félix, mais comme Dieu n'est pas le Dieu des rebelles, il est le Dieu des loyaux, nous avons eu la victoire et le chef de l'État a fait notre fierté. Alors que répondez-vous à ceux qui estiment que c'est encore une somme importante qui est sortie du trésor public alors que le pays a besoin d'argent? Le pays a besoin d'argent. Dans le procès, nous avons démontré qu'il y a plusieurs milliards dont le Rwanda bénéficie avec la complicité de l'AFC M23. Cet argent que le Rwanda est en train de prendre chez nous avec la complicité de l'AFC M23 ne pourrait pas servir à la constitution du pays. Il n'y a que l'argent pour accueillir nos héros qui devrait servir. Mais on devrait d'abord se poser la question. Pourquoi le Rwanda s'enrichit avec la complicité des rebelles? Cet argent-là qui construit aujourd'hui le Rwanda se construit avec l'argent du Congolais. Vous comprenez? Donc c'est une raison qui ne tient pas. Alors, Maître Lasmen, il y a un député qui s'est levé un bon matin pour dire que l'hymne national de la RDC doit être donc modifié à l'honneur de Étienne Tshisekedi et Félix Antoine Tshisekedi. Il s'agit bien du député Obedi Nyama Ngioku, membre du regroupement politique de Modeste Bahati, qui a officiellement d'ailleurs saisi le bureau de l'Assemblée nationale pour proposer une loi de modification. Il souhaite bien que le nom d'Étienne Tshisekedi et Félix Tshisekedi soient intégrés, estimant que les sacrifices de ces deux personnalités méritent d'être gravés dans la mémoire nationale. Comment trouvez-vous cette proposition? Bon, je pense que la flatterie a des limites. Hein. La flatterie a des limites. Il ne faut pas aller jusqu'à ce point-là. C'est un professeur d'université. Hein, oui, mais il y a professeur et professeur. Déjà, quelqu'un peut remettre en cause son diplôme et ses qualités scientifiques par son comportement et son attitude. Bon. Donc, d'abord, c'est un professeur, un député qui ne comprend pas ce que doit être le contenu d'une hymne nationale. L'hymne national doit renfermer la vocation de tout un peuple.
La vocation de tout un peuple ne doit pas se limiter à des personnalités. Nous aimons bien Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous aimons bien notre héros de l'état de droit et de la démocratie, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Mais ces deux hautes personnalités ne sont pas notre vocation. Donc, nous ne sommes pas voués à leur ressembler. Et parce que le peuple congolais est diversifié. Est-ce que le professeur a composé une hymne en remplacement? Je ne pense pas. Et donc, quand on dit debout congolais, donc il faut travailler. Donc, on vous au travail. Donc, on nous enlève de la paresse. Et tout ce qui est dit dans notre hymne national, c'est la vocation à laquelle nous tendons. Mais est-ce que la réalité actuelle rime avec ce que nous, le message que nous transmettons? Ça, c'est une chose. La vocation est une chose, mais à chaque peuple. Vous voyez, par exemple, dans le comportement du président de la République, vous voyez que l'hymne se retrouve parce qu'il est le premier diplomate, il est sur tout le point. Et c'est le premier président de la République qui a présidé plus de 95% des conseils des ministres, pour se rassurer, pour donner des orientations, n'est-ce pas? Pour que rien n'échappe. Mais c'est bien de donner les orientations, mais l'impact de toutes ces orientations dans la vie de Congolais aussi. Bon, il y a quand même la paix. Aujourd'hui, c'est 7 ans qu'il est au pouvoir. Nous n'avons pas autant de nombre d'assassinats politiques tels que Thérèse Kapanga, aussi Mukendi, et beaucoup chez Beya et les autres. Arma Tungulu, Luc Kouloulou. De l'autre côté, on n'a pas ce genre. On n'a pas donc de poursuites contre les politiciens comme ce fut du temps contre Moïse Katumbi, contre Chaloupe dont j'étais l'avocat où on avait contesté sa nationalité congolaise. Contre Franck Diongo également. Contre Franck Diongo qui aujourd'hui a oublié son bourreau. Vous voyez tout ça? Et donc, il y a quand même une amélioration à part les actes de gestion quotidienne qui relève de la compétence du gouverneur de province, du gouvernement provincial, et nous attendons qu'il fasse mieux. Donc, revenons sur la question de cet hymne national. Et lui aussi, le député, dans son coin, tout ce qu'il a vu. Je pense que les universités doivent monter des conseils de discipline pour retirer à quiconque se comporte en désharmonie avec son titre. Il faut lui retirer le diplôme. Parce qu'il y a des choses qui, quand on est à ce niveau-là, il faut être une référence. Je vous dis, depuis que moi j'étais devenu doyen du conseil de l'ordre des avocats, mon comportement avait tout changé parce que les avocats m'avaient fait confiance et je ne dois pas être au rabais. Donc, mais un professeur... Peut-être que c'est ce que sa base a demandé. Qui? La base... de ce député. Mais c'est à lui maintenant de dire que ça ne peut pas passer. Aujourd'hui, nous sommes dans des réformes institutionnelles, législatives. Il devrait quand même proposer. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de lois qui sont en retard par rapport à la Constitution. Nous avons des gens qui détiennent double nationalité, mais alors que la Constitution refuse. Il fallait maintenant proposer le changement de Constitution pour qu'on puisse maintenant admettre la détention de double nationalité. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Même chez lui, dans son fief, il est des Fizi, dans l'Est. Actuellement, il y a beaucoup de questions. Je me suis mis à sa place par rapport à la difficulté d'exécution de la peine de travaux forcés. J'ai fait un projet d'ordonnance présidentielle que j'ai fait parvenir au chef de l'État. Je ne sais pas s'il a reçu. Parce que depuis toujours, on attendait cette ordonnance-là. On ne sait pas pourquoi on n'a jamais proposé ça. Et ça fait combien de temps que vous avez envoyé le document? Ça fait presque un mois. Ah, ok. J'attends qu'on pourrait en discuter, on peut améliorer, mais au moins, il y a un projet d'ordonnance portant exécution de la peine des travaux forcés en attendant que cette peine soit totalement élaguée de notre arsenal pénal congolais. Madame, Messieurs, place à présent à ce deuxième dossier de notre rendez-vous de ce dimanche.
Mais il y a eu une déclaration qui a été validée par tous les pays présents ou représentés. 11 des 12 pays ont été présents et représentés. Et un élément assez important qui est ressorti de cette déclaration, c'est l'élément lié à la question de l'agression. Je vous ai dit tout à l'heure que l'un des protocoles essentiels pour la RDC qui a été validé, j'insiste, par tous les pays membres de cette organisation, c'est le protocole de non-agression et de défense mutuelle. Sur base donc de ce protocole, l'une des exigences de cette déclaration dit clairement ce qui suit. Nous appelons les États membres à continuer de soutenir les processus de paix en RDC, mais surtout à exiger le retrait sans délai du territoire congolais des troupes du pays agresseur. Je pense que c'est aujourd'hui la première fois qu'il est dit clairement que nous avons affaire en RDC à un pays qui nous agresse, mais il y a un soubassement, j'insiste. Le soubassement, c'est le protocole validé par tous les pays. Agresseur de la République démocratique du Congo, conformément, on a également fait référence à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ça, encore une fois, les pays ont souscrit librement, ont pris des engagements, et cet engagement-là doit être respecté par tous les pays, tous les 12 pays membres qui y sont. Et l'un des avantages donc aujourd'hui est d'avoir une plateforme qui va nous permettre de continuer le dialogue et la discussion pour que cet engagement soit respecté par ceux qui ne le respectent pas aujourd'hui et qui sont connus. Il faut savoir qu'il y a une priorité pour nous qui est prioritaire, une priorité prioritaire, permettez l'expression, c'est de desserrer le taux sur la situation humanitaire que vivent nos populations dans cette partie du pays. Je ne voudrais pas revenir sur des choses qui ont déjà été dites ici abondamment, et le président de la République n'est venu que préciser un certain nombre de choses, parce qu'il est revenu sur sa participation à la conférence de Paris, mais surtout sur ce que le membre du gouvernement, pas seulement ceux-là que vous avez cités, qui sont habilités, puissent faire diligence sur des sujets qui les concernent. Et donc, je voudrais donner une toute petite précision, parce que je ne pense pas qu'il y a lieu de faire des commentaires, parce que nous sommes à Doha justement pour être sûr qu'on apporte de réponses. On a signé un accord cadre qui repose sur 8 questions, pour lesquelles 2 ont déjà trouvé des réponses, donc la question de prisonniers, la question du cessez-le-feu. Il y a d'autres qui viendront. Je pense que vous avez eu l'occasion de lire les communiqués que nous avons fait à propos. Donc, au-delà du mécanisme de libération de prisonniers, il y a les mécanismes des surveillances et des vérifications des cessez-le-feu, l'accès humanitaire et la protection judiciaire, la restauration de l'autorité de l'État, les réformes et la gouvernance participative nationale, les arrangements sécuritaires intérimaires et les DDR, l'identité, la citoyenneté, le retour et la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées, la relance économique et les services sociaux, la justice, la vérité, la réconciliation. Donc si vous avez lu l'accord, il y a donc une volonté pour nous d'aller très vite. Et d'ailleurs, dans le communiqué que nous avions fait, nous avions dit qu'il faut y aller dans les brefs délais. Et si vous suivez les processus, vous allez voir que ceux avec qui nous sommes dans ces processus. L'Assemblée nationale a déclaré recevable le projet de loi de finances exercice 2026 évalué à 59 milliards 21 000 francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains, à mettre à un budget réalisable. C'est un budget par rapport à nos ressources réalisables. Ça a été déclaré recevable. Et nous, au nom de tous les 19 députés nationaux qui sont en difficulté du fait de ces grands arrêts. Alors, on va se rappeler que vous avez eu à siéger quand même pendant quelques mois à l'Assemblée nationale. Vous avez même eu vos émoluments pendant cette période. Alors, nous devons approcher la commission économico-financière pour que nous puissions nous rassurer que nos indemnités sont prises en compte pour qu'on nous revienne, parce que déjà, l'Union interparlementaire a déjà donné des indications qu'il faudrait qu'on tienne compte de nos mandats et que nous puissions être traités comme tout député. Raison pour laquelle... Mais l'Assemblée n'a besoin que de 500
de 500, mais il y aura ceux qui vont siéger pour faire le nombre de 500. Et il y aura, ce n'est pas d'aujourd'hui, du temps des caméras, ça s'est reproduit au moins 2 fois. Ok, du temps des caméras. Donc on va choisir entre nous et ceux qui sont bénéficiaires des seconds arrêts, qui va siéger, mais au moins en termes de paiement des émoluments et d'autres avantages, ce n'est pas au-delà de la fortune de la République démocratique du Congo. Il faudrait qu'on tienne compte pour ne pas créer. Vous voyez, les frustrations ont amené certaines personnes à prendre distance vis-à-vis de la patrie, mais nous, en bons citoyens, en loyaux citoyens de la République, nous avons choisi la voie d'une démarche citoyenne, nous faire entendre par l'Union interparlementaire, et nous sommes même en train de chercher comment nous faire recevoir par le président de la République, parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Quand ça dysfonctionne au niveau de la Cour constitutionnelle et au niveau de l'Assemblée nationale, il revient au président de la République d'impulser le bon fonctionnement des institutions. Nous ne pouvons pas être proclamés définitivement élus députés nationaux et ne pas bénéficier de nos droits et avantages liés à notre qualité de députés nationaux. Alors, c'est combien de députés déjà? 19, ce n'est pas au-delà de la fortune de la RDC. Mais vous êtes quand même conscient qu'il y a beaucoup d'urgences, des priorités qui ne peuvent pas expliquer que le frustré indélicat pouvait se retrouver de l'autre côté avec les rebelles. Mais ici, vous avez les frustrés qui sont loyaux aux institutions de la République et qui pensent suivre la voie de droit pour se faire entendre. Du temps des caméras, tout le monde a été payé, mais ici, nous avons été un peu presque sabotés pour ne pas... Du temps de Caméré, avant qu'il ne parte ou... Non, bien avant, c'est le okay. temps où son premier mandat en tant que président. Maintenant, nous interpellons le président actuel, Aimé Boji, que nous trouvons un homme serein, qui prendra en charge la situation pour ne pas amener ces 19 députés nationaux à des considérations comme si, toutes choses récentes égales par ailleurs, il y aurait quelque chose qu'on leur reprocherait. Donc, tout semble aujourd'hui arrêté avec l'Union interparlementaire, parce que l'Union interparlementaire, ce n'est pas une association, c'est une institution relevant du système des Nations Unies. Et notre pays est membre et paye les cotisations, et cette institution a déjà décidé que notre situation, qui est une situation scandaleuse, il faut voir comment ça gesticulait dans la salle à apprendre qu'à la suite d'une erreur, des erreurs dites matérielles, qu'on puisse remettre en cause l'élection des députés qui siégeaient, qui étaient payés, qui ont participé à des travaux de commission. Et donc, ici, nous allons approcher l'actuel président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji, pour que nous puissions nous rassurer que le budget qui a été déclaré recevable tient compte des droits et autres avantages à nos devoirs. Alors, certains Congolais aujourd'hui accusent les magistrats et les avocats d'avoir détruit la République démocratique du Congo. Maître, vous êtes responsable de la situation que vit actuellement la RDC. Non, il y a un peu de profanes dans l'administration de la justice qui ne comprennent pas grand-chose dans l'administration de la justice. L'avocat est avocat de la cause qu'un client lui confie. Il peut refuser, tout comme il peut accepter de défendre une cause. Les magistrats font le travail. Le magistrat, il faut savoir que notre droit est plus soumis à la forme et le fond vient après. Supposons, en matière de procédure, si la procuration spéciale est mal rédigée, vous pouvez avoir raison. Mais comme c'est mal fait, le juge va se limiter à déclarer l'irrecevabilité de votre action. Mais l'on dira, mais ce juge-là a été corrompu. Mais il n'a pas été corrompu, il a fait le droit, il a dit le droit. Parce que chez nous, dans notre système, le fond est tenu en état par la forme. Okay. Si la forme est biaisée, le juge n'ira même pas au fond. Alors, il y a des gens qui pensent critiquer les magistrats à tout bout de champ, ne connaissant. Vous pensez que c'est du jour au lendemain qu'on devient magistrat ou avocat? 5 ans d'université,
Ce n'est pas facile. Alors, vous qui n'avez pas fait le droit, ou qui l'avez fait, on ne sait pas dans quelle université, vous vous permettez de mettre tout le monde dans le même sac, les avocats, magistrats, tout ça. Bon. Vous n'êtes pas d'accord avec je ne suis pas d'accord. cette affirmation? Non, parce que c'est la justice qui, d'abord, avant, quand on dit c'est la justice qui élève une nation. Mais d'abord, la justice maintient la paix sociale. Quand il y a la paix sociale, c'est-à-dire que la justice fonctionne. On a peur du magistrat. Et si les gens peuvent se faire conseiller, c'est-à-dire qu'il y a de bons avocats. Tous les avocats, dans tous les domaines, même chez le médecin. Pourquoi on ne parle pas tant de médecins? Un médecin qui se permet de faire le toucher sans gants, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est dans son serment, dans son âme? Parce qu'il n'a pas de matériel, il n'a pas de gants. Ah, il n'a pas de gants. Mais quand un avocat novice commettra d'erreur, c'est tous les avocats? Est-ce qu'on va dire, bon, comme toi, confrère médecin, tu as fait le toucher sans gants? On lui dit, effectivement, sur le plan pénal, c'est qu'il a joui et il doit être poursuivi. Comprenez? Alors même c'est les architectes, les maisons qui s'écoulent, on construit là où il n'y a pas assez de routes. Pourquoi on ne critique pas les architectes? Pourquoi on ne critique pas les journalistes qui, des fois, parlent de lorsque le parquet fait ses réquisitions, on dit qu'on a condamné. Pourquoi? Parce que le journaliste ne s'est pas renseigné de plusieurs étapes de la procédure pénale. Vous comprenez? Donc, il y a quand même des gens qui font bien le travail, les magistrats qui font bien le travail, les avocats, dont moi, nous faisons bien notre travail dans les limites des dossiers que nous gérons. Alors, quand quelqu'un perd, il pense que c'est le moment de critiquer les avocats ou les magistrats. Alors, maître Jean-Marie Kabengela, cette déclaration d'un proche de Joseph Kabila Kabange, Marie-Ange Mouchobekwa, qui s'élève un bon matin et dit « C'est grâce au président Joseph Kabila que notre pays, la RDC, avait obtenu gain de cause contre l'Ouganda devant les instances judiciaires internationales. Ce qui dilapide aujourd'hui l'argent de Frivao, le fonds destiné aux victimes de Kisangani, devrait lui dire ne fût-ce qu'un petit merci. » Est-ce que Kabila lui-même connaissait que ces dossiers-là? Comment ça a commencé? Il en connaissait quelque chose? Je ne pense pas. Il faudrait que les gens qui entourent certaines autorités, ou bien ceux qu'ils considèrent comme autorités, aient le temps de leur dire que telle part, ce n'est pas ça. Donc, ça a commencé sous lui, mais ils ne doivent pas ignorer que c'est le dossier de l'État congolais. Ce n'est pas le dossier de Kabila. C'est le dossier de l'État congolais. Si aujourd'hui vous tendez le micro à Joseph Kabila, il va s'expliquer. Il va fouiller le micro. Il faut que Mova laisse... Non, Marie-Ange. Oui, Marie-Ange permet aux journalistes d'aller faire l'interview à Kabila sur le dossier, s'il va s'en sortir. S'il va s'en sortir. Madame, Messieurs, place à présent à ce troisième dossier. On se retrouve juste après pour un autre débat. Eh bien, c'est vraiment un pas dans la bonne direction. Dès le début de l'accentuation de la crise, les églises protestantes et catholiques ont toujours soutenu que ce n'est pas dans la guerre, ce n'est pas dans la violence qu'on trouvera une solution. Et il faut un dialogue inclusif, y compris avec ceux qui ont pris les armes. En ce moment-là, beaucoup de nos compatriotes nous traitaient de traîtres. Et je crois que la réalité du dialogue à Doha comme à Washington, c'est une suite favorable à ces plaidoyers, mais un pas insuffisant encore, parce que si on doit se contenter de ces pourparlers entre le gouvernement congolais et les mouvements M23-FC, ce serait donner un très mauvais message comme quoi il faut prendre les armes pour se faire entendre, pour être plus au sérieux. Ce serait vraiment décourager les opposants politiques qui n'ont pas pris les armes. Les deux églises demeurent convaincues qu'il n'y aura pas de paix durable si le dialogue n'est pas inclusif, mais
un dialogue différent des dialogues passés qui n'ont pas apporté le résultat escompté. On a noté plusieurs villes, Luanda, Nairobi, Doha, Washington, mais aussi toutes les démarches de l'Union africaine et de l'Union européenne sur la RDC se tiennent loin des zones concernées. Que pensez-vous à la SENCO de tout cela? Est-ce que les initiatives extérieures dépossèdent un peu les Congolais de leur propre sujet, de leur propre solution? Des initiatives extérieures ont leur place, mais les initiatives extérieures ne seront pas efficaces si l'on ne tenait pas compte de la dynamique nationale de la crise. Le secrétaire général du parti politique Alliance pour les changements, Belly Mutono, s'est exprimé sur l'accord cadre de Doha signé entre le gouvernement congolais et le mouvement rebelle FCM 23. Eh bien, nous sommes de ceux qui prônent les dialogues, les conciliabules, les tables rondes. Alors, déjà en son temps, depuis mars 2025, le président national du parti Alliance pour le changement, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kaboun, avait déjà donné les tons en demandant à monsieur Félix Tshisekedi, président de la République, de bien vouloir convoquer les dialogues, et pour ce faire, ça devait commencer par les étapes où il demandait au président de la République de rencontrer son homologue rwandais, qui est aussi impliqué dans la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, et aussi approcher ceux qui font ce qu'on appelle de l'opposition armée ou rébellion, si on doit le dire ainsi, pour que chacun puisse exprimer ce qu'il pense de la question sécuritaire dans la sous-région. Et à l'issue de ces procédures ou de ces schémas-là, et on doit atterrir impérativement dans un dialogue inclusif. S'il salue cette démarche comme un avancée vers la paix, Belly Mutono estime que cependant qu'un dialogue interne inclusif reste indispensable pour une solution durable à la crise sécuritaire dans l'est du pays. M23 s'est rencontré pour des accords de mutualisation des fonds pour chasser les FDLR, traquer les FDLR comme on a dit, et faire des retraits des troupes comme tout naturellement pour que la paix revienne. Mais tant que la partie politique, donc les acteurs politiques et de la société civile ne seront pas aussi impliqués dans la résolution de ces conflits qui a tant meurtri le peuple congolais, eh bien là, nous n'aurons pas résolu le problème. À ce stade, ce n'est qu'un protocole, un processus déjà déclenché il y a de cela quelques mois qui se poursuit, et au finish, tous, nous sommes unanimes en exigeant un dialogue inclusif pour que enfin la paix puisse retourner à l'est du pays. Il a également saisi cette occasion pour inviter la population à participer massivement à la marche prévue le 15 décembre prochain, qu'il qualifie d'acte citoyen en faveur de la justice et de la stabilité nationale. S'agissant de l'ultimatum lancé par le président national Jean-Marc Kabunda Kaboun lors de sa conférence de presse du 4 novembre 2025, nous restons droits sur nos bottes en exigeant à M. Tshisekedi de convoquer les dialogues nationaux et inclusifs dans ces délais-là. À dater du 15, les actions de terrain seront menées et nous les ferons autant de fois tant qu'il n'aura pas convoqué ces familles dialogues. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une organisation qui est en train de se préparer. Le secrétaire général d'Alliance pour les changements confie particulièrement les habitants du district de Moamba à un grand meeting populaire ce samedi 22 novembre au terrain GD de Lemba dans le cadre des activités de la coalition de la gauche congolaise. Notre nation se trouve une fois de plus confrontée à une menace qui vise son existence même, son identité, son unité, sa dignité et son honneur. C'est pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour rappeler avec la plus grande fermeté une vérité inaltérable. Aucun accord de prétendue intégration économique régionale ne peut être envisagé tant que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC sont bafouées.
Comment peut-on parler de coopération lorsque les forces rwandaises et ougandaises occupent nos terres, exploitent nos ressources et provoquent les déplacements, la mort et la souffrance de nos concitoyens? J'affirme haut et fort que l'accord cadre signé le samedi 15 novembre 2025 à Doha ne saurait constituer la base d'un accord de paix durable. Les discussions de Doha devaient se limiter à la mise en œuvre intégrale et sans complaisance de la résolution 2773 des Nations Unies et la définition des modalités du cessez-le-feu et non à la signature d'un accord d'abdication qui mettrait en péril l'avenir de nos enfants. Notre nation n'est pas à vendre. Notre souveraineté n'est pas négociable. Et l'intégration régionale ne peut se faire qu'entre États égaux, libres et respectueux des frontières. Aucune pression ne doit primer sur la sécurité du Congo. Aucune manœuvre ne doit détourner notre marche vers la cohésion nationale. Ainsi, j'en appelle à M. Félix Tshisekedi et à tous les Congolais à œuvrer pour la cohésion nationale. Une cohésion véritable qui ne peut naître que d'un dialogue national inclusif. Monsieur Tshisekedi, au nom de notre peuple, meurtri mais toujours debout, je vous invite à convoquer sans délai le dialogue national. Sinon, l'histoire vous tiendra responsable de la balkanisation du Congo avec messieurs Kagame et Kabila. Aucun accord extérieur ne saurait précéder la réconciliation des enfants du Congo rassemblés pour proclamer d'une seule voix la cohésion nationale. Alors aujourd'hui, quelle est la position de Maître Jean-Marie Kabengela face à cet accord qui a été signé un samedi entre la RDC et l'AFC M23 à Doha? Bon, là, je réponds comme juriste, bien formé, Okay. dans une grande université du pays. Allez-y. Cet accord m'amène d'abord à savoir, c'est un accord qui lie quelle partie? Deuxième question, est-ce un accord du type contrat de droit interne ou un accord international? Commençons par les premières préoccupations. Allez-y. Le gouvernement. On a dit gouvernement. Qui représente le gouvernement? C'est la première ministre. Si elle est empêchée, elle fait délégation de pouvoir. Est-ce qu'il y a eu un membre du gouvernement muni d'une délégation de pouvoir? Mais il y a une équipe qui a parlé au nom de la RDC. Je ne parle pas comme vous, je parle comme juriste. Comme juriste, allez-y. Il n'y en a pas. Prenons côté AFCM 23. C'est quelle structure? Est-ce un parti politique? Est-ce un regroupement politique? Est-ce une société de droit civil? Prenons que ça serait une personnalité, une personne morale, des droits papouais ou des droits chinois. Cette personnalité morale ne peut agir que par les personnes ayant qualité. Celui qui était là, à quelle qualité? Du côté de l'AFC M23. Parce qu'en matière de signature, de contrats et des accords, c'est d'abord la qualité de la personne qui engage la partie. D'abord la qualité de la personne. La qualité. Okay. Donc, on ne connaît pas la qualité. Tout au long du texte, je lis, la qualité de ceux qui signent en bas n'est pas révélée. Ni membre du conseil du gouvernement, ni membre de l'AFC. Et quel est le danger?
Le danger, c'est que sur le plan juridique, c'est du n'importe quoi, c'est un simple papier. Alors que le gouvernement a C'est du papier, j'ai mon courage scientifique de le dire, j'invite celui qui fait une étude juridique contraire de me rencontrer. Ça veut dire que c'est un papier que l'on peut remettre en cause à tout moment. Est-ce la raison pour laquelle le Rwanda directement réagit pour dire que malgré la signature, rien ne va changer sur terrain? Non, ça, ce sont des considérations politiques. Moi, je suis sur les considérations d'ordre juridique. La qualité est une notion substantielle dans la conclusion des contrats et même des traités. Si c'est pour le président de la République, ça devrait être un plénipotentiaire qui devrait représenter la République, parce que la République est représentée par le président de la République. Mais il peut, via un plénipotentiaire, engager la République dans la conclusion d'un traité ou d'un accord international. Ce qui ne me semble pas être le cas. En second lieu, cet accord-là, ça quelle nature? Un contrat de droit interne ou un accord au traité international? Or, les traités accords internationaux lient les États. Est-ce que l'AFCM 23 constitue-t-il un État pour qu'il soit au même diapason que l'État congolais qui serait représenté par un membre du gouvernement, ce qui n'est pas le cas? Est-ce un contrat de droit interne? Il faudrait d'abord prouver que l'AFCM 23 a une personnalité juridique pour agir sur la scène juridique. Parce que ne peut agir sur la scène juridique qu'une personne physique ou morale dotée de la personnalité juridique, ce qui n'est pas le cas. C'est pourquoi vous avez vu dans cet accord-là, entre guillemets, nulle part, il est fait même référence à la responsabilité du Rwanda. On ne dit pas dans cet accord que cet accord est justifié par quoi? Quels sont les rappels historiques? On saute. Comment l'AFCM 23 s'est créé? Comment on est arrivé là? Pourquoi ils se sont rebellés? Alors, on est dans le affirmant, réaffirmant, considérant, mais dites-nous d'où vous sortez-vous, AFCM 23? Pourquoi vous vous êtes rebellés? Pourquoi il y a eu des tueries? Vous mettez fin. Il faut parler des massacres, des Congolais qui ont été tués, des richesses qui ont été pillées. La RDC est roulée dans cette histoire? Bon, je n'ai pas été ni consulté ni de près ni de loin pour savoir la préparation du texte. Alors, quel est là, je prends mon autonomie d'appréciation en tant que scientifique, que c'est du papier. Et quel est le danger de ce document? C'est quelque chose qu'on, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, n'a pas de valeur juridique. Ça n'aura pas de valeur contraignante. Alors, qu'est-ce que vous proposez au gouvernement? Comment? Qu'est-ce que vous proposez au gouvernement s'il faudrait corriger les choses? Parce que le gouvernement congolais a applaudi. On a vu même le ministre Mouyaya qui est revenu sur ça avec moi. Bon, il n'est pas juriste. Moi, je vous fais mes analyses juridiques. Et j'attends que les juristes qui sont au gouvernement viennent me contredire que ce texte-là est bien. Pourquoi on ne parle pas de pillage de nos richesses? Ça devrait être rappelé, à titre de rappel, qu'on a tué autant. Notre ministre des Droits humains vient d'obtenir la reconnaissance du Génécoste sur la scène, sur la scène internationale. Vous ne pouvez pas faire reconnaître les Génécostes et vous avez un instrument, entre guillemets, juridique qui ne rappelle pas. Au Rwanda, vous dites non au génocide rwandais, vous êtes poursuivable pour négationnisme. Mais ici, ça devrait être le même. Comment on peut, en même temps, nous avons instauré les Génécostes, mais vous avez un acte qui est le résultat de massacres, de pillages, vous ne nous rappelez pas. C'est quand même étonnant. Alors, qu'est-ce que vous conseillez au gouvernement congolais? C'est tard.
Ils ont fait. Ils ont Donc il n'y a rien à faire à ce jour. Ils ont fait, mais je vous dis sur le plan juridique, c'est un acte qui ne produira pas d'effet. Ça ne produira pas d'effet parce que si moi je suis consulté sur le plan international, vous allez plaider cet accord-là comment? Quand on va poser la question, dites-nous qui a signé. Pour compte du gouvernement, est-il membre du gouvernement? Pour compte de l'AFC, qui il est? Qui il est? Pour compte de l'AFC M23. Je reviens encore avec ma question. Maître Jean-Marie Kabengela, à ce jour, le gouvernement congolais ne peut rien faire pour corriger cela. Bon, tout acte peut être amendé, peut-être un avenant. Sur le plan juridique, il est concevable qu'il y ait un avenant à un acte pour corriger les erreurs. Mais tel que ça existe là, c'est du papier qui ne peut pas produire des effets de droit. C'est du papier. Vous irez devant quelle instance ici, au Congo, on va vous dire, mais dites-nous, c'est qui a engagé la République? En avait-il la qualité? Vous voyez même les Nanga et les autres. Pourquoi ils ont refusé? C'est une façon prudente de ne pas se faire lier par les engagements. En réalité, c'est cela. Le gouvernement n'a pas voulu se faire lier. L'AFC M23 n'a pas voulu se faire lier. C'est pourquoi les qualités n'ont pas été mises en cause, mises en exergue. Mais pourquoi alors aller se retrouver sur marché cette de scène? dupes, hein? On trompe qui dans cette affaire? Bon, nous devons continuer derrière le chef d'État et les forces armées à dire que on doit respecter l'intégrité de notre territoire et la souveraineté de la République démocratique du Congo, de ses institutions. Vous comprenez que, mais quelque idée qui puisse un peu jaillir de l'entendement, c'est que s'il y a contestation, on conteste le gouvernement. On ne conteste pas le président de la République. C'est pourquoi il y a, si c'était bien fait, d'une part le gouvernement, représenté par Madame Judith Suminwa, ou bien avec délégation de pouvoir, et l'AFC, soit Nanga, soit Bissimwa. Alors, pour cela, il faut que le texte créant l'AFC M23 soit d'abord notarié et que le ministre de la Justice ait accordé la personnalité civile. Là, ça sera quel ministre? Ah oui. Ça sera quel ministre? Ah, le droit est dur, mais ça reste le droit. Pourquoi? Mentez, fouillez, vous allez oublier quelque chose. Donc, c'est lui qui accorde la personnalité civile aux êtres moraux, c'est le ministre de la Justice. Alors que Nanga ne peut pas venir avec ces documents ici, en RDC, à Kinshasa, j'allais dire. Ah oui. Un malin demi. Rébellez-vous, mais on va voir qui va vous accorder l'existence juridique. Maître Jean-Marie Kabengela, vous laissez quand même cette population en suspens. Sur quel point? Sur ce que vous êtes en train de dire. Dites-moi quoi? Donc, la personnalité civile accordée aux êtres moraux, c'est le ministre de la Justice qui l'accorde. Et pour le cas de Nanga et RC, ils n'ont pas de personnalité civile. Donc, ils peuvent être, le dossier est vide. Ils peuvent être considérés comme une structure collégiale en voie de création. Et ainsi, ce sont ces animateurs qui engagent leurs propres responsabilités. Mais sur le plan juridique, purement juridique, il faut d'abord que cette structure ait de la personnalité civile et que les organes de représentation soient connus. Donc juridiquement, l'AFC de Nanga ne représente rien. Ça n'existe pas sur le plan juridique. Les organes de représentation ne sont pas connus. Au point que quand bien même le gouvernement va négocier, la première question de savoir est-ce qu'il y a existence juridique. Est-ce que ce sont des actes notariés? Le gouvernement s'est emballé dans cette histoire depuis. Je n'étais pas là. Moi, comme citoyen congolais, je n'ai pas été là, je n'ai pas été associé. Mon avis n'a pas été demandé.
Alors, Maître Jean-Marie Kabengela, nous devons prendre le dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine, mais vous avez suivi quand même la sortie médiatique de Martin Fayulu. Oui. Alors, quelle est votre position face à ces affirmations? Il demande le dialogue. Comme il plusieurs s'adresse politiques. comme opérateur politique. Et puis, il critique le Rwanda et l'AFC M23. C'est qui aurait énervé les gens qui ont comme Dieu le Père Joseph Kabila Kabange. Notamment Henri Mauvais. Oui, parce que eux, quand Kabila disait qu'ils ne valent rien, il semble qu'il parlait bien d'eux. Qu'il n'y avait pas de personnes valables autour de lui. Et eux-mêmes affirment qu'effectivement, ce ne sont pas des personnes valables. Revenons sur le discours de Martin Fayulu. Il fait l'opposition républicaine. Dans un système démocratique qui fonctionne normalement, il y a ce que l'on appelle les inputs, c'est-à-dire les demandes qui entrent dans le système étatique, dans les institutions, et puis il y a les outputs, la réaction des animateurs ou les réactions du système. Donc, réservant une suite aux inputs. Donc, c'est tout à fait normal. Il a été équilibré. Mais là où je prends un peu de distance, c'est-à-dire que le dialogue ne peut être, dans mon entendement, et suivant l'histoire de notre pays, convoqué que lorsqu'il y a une crise. Mais Martin Fayulu et certains opposants estiment qu'il y a une crise constitutionnelle ou est institutionnelle. Est-ce que notre constitution actuelle a des failles, a des lacunes qui ne prennent en charge la situation actuelle? Je ne pense pas. Toutes les situations qui se posent actuellement sont prises en charge par la Constitution. Au sujet des institutions, est-ce qu'il y a des lacunes? Je ne pense pas, parce que les animateurs des institutions sont en place. Et il faudrait maintenant qu'on sache, lorsqu'on demande le dialogue, est-ce que l'on connaît les conséquences d'un dialogue qui serait convoqué maintenant? Je me dois de dire, si Félix acceptait de convoquer le dialogue, ceux qui sollicitent le dialogue doivent s'aviser que le mandat de Félix sera écourté. Et s'il est écouté parce qu'on ne l'a pas laissé aller jusqu'au bout de 5 ans, s'il est écouté, il va se représenter. Ils doivent être conséquents des demandes, parce que quand on est dans l'opposition, l'on pense faire des formulations de demandes. Moi, j'aurais même conseillé à Félix d'accepter et de se représenter. Bien sûr, parce qu'il n'aurait pas fini son mandat de 5 ans. Il peut accepter ce dialogue à la fin de son mandat. J'invite tous ceux qui tiennent les demandes de dialogue à la prise de conscience. La SENCO qui demande un dialogue. Oui, et soyez conséquents. Joseph Kabila qui s'accroche à la démarche du pacte social, du couple SCC-SENCO à travers le pacte social. Donc tous sont derrière le dialogue. Il est déchu de ses droits civils et politiques. Et en tant que tel, par l'arrêt de la haute communautaire, ne peut plus avoir opinion dans la gestion de la chose publique. Alors, je reviens sur ceux qui demandent le dialogue. On revient sur cette demande de dialogue, mais prenons d'abord ce dernier dossier. Les multiples attaques que l'AFC M23 continue à perpétrer en dépit des accords de Doha et de Washington. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que tous les jours, la coalition AFC M23 continue d'attaquer les positions des forces armées malgré la signature des accords et malgré l'exigence de cessation des hostilités. Et cette attitude, va en guerre, expose nos populations aux aléas de la guerre. C'est pourquoi les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en dénonçant ces velléités
tout en dénonçant la violation du cessez-le-feu, appelle les négociateurs américains et qataris à prendre les dispositions qui s'imposent. Puisque on ne peut pas continuer comme ça. Et face à cette situation, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris des dispositions qui s'imposent pour répondre à ces provocations. On y reviendra avec force de détail. Sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, gouverneur militaire de l'Ituri, les forces armées poursuivent sans relâche les opérations de sécurisation du territoire des Djougou. C'est au terme d'une collaboration exemplaire entre les FARDC, les jeunes de la communauté EMA, le chef coutumier ainsi que les leaders communautaires et politiques que plusieurs caches d'armes appartenant à la milice CRP Zaïre, dirigée par Thomas Lubanga, allié du M23, ont été découvertes. Nous saluons avec insistance l'acte de patriotisme posé par les jeunes EMA en particulier et en général ceux de la chefferie de Mambisa. Leur collaboration a permis aux forces armées de mettre la main sur un arsenal militaire conséquent. C'est une preuve que la population refuse catégoriquement la présence et l'idéologie de la CRP Zaïre alliée du M23 dans notre province. Nous les encourageons à poursuivre ce travail citoyen aux côtés des forces loyalistes. Au total, 8 caches d'armes ont été découvertes. Elles contenaient plusieurs fusils AK-47, de mitrailleuses PKM, des lance-roquettes, plus de 100 chargeurs garnis ainsi qu'un important lot de munitions de divers calibres. Selon les forces loyalistes, ces informations proviennent de jeunes de Mambisa, Banyali Kilo et environ pour certains anciens membres de la CRP Zaïre qui se sont rendus au FARDC après la reconquête de plusieurs bastions rebelles. Ces caches d'armes étaient dissimulées dans plusieurs villages du territoire de Djougou. Nous appelons la population à continuer de dénoncer toutes les activités criminelles. La victoire contre les groupes armés en province de l'Ituri est un combat que nous devons mener ensemble avec notre population. Pour les commandants d'opérations militaires, cette opération est la preuve que les Ituriens, dans leur grande majorité, rejettent désormais la milice au CRP et répondent favorablement aux appels du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la paix et de la cohabitation pacifique. Alors, maître, il n'y a pas que Martin Fayoulou, autant d'opposants qui demandent aujourd'hui le dialogue. Et Félix avait même dit qu'il va convoquer le dialogue au moment opportun. Donc, il peut convoquer à la fin de son mandat. Non, bon, comme on fait pression, je demande seulement aux demandeurs de dialogue d'être conséquents. La Senco aussi a un peu ce schéma-là. Il convoque le dialogue, même s'il restait 6 mois. On a écouté, il faut lui donner la chance de se représenter. Ah bon? Ah oui, il faut être conséquent avec soi-même. Donc, Félix a déjà une passe en or. Bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est une passe. S'il accède à ces demandes-là... Mais c'est une passe pour lui déjà, parce qu'il n'avait que 2 mandats, donc il peut encore revenir. Il peut revenir parce que vous ne pouvez pas écouter ces 2 mandats, son second mandat, et l'empêcher de se représenter. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce format-là, que ces opposants et le couple ECC-Senco demandent le dialogue? Dialoguer encore pour quelle finalité? Bon, les gens sont habitués à convoquer des dialogues pour se partager des gâteaux. Je voulais dire que si nous sommes allés à Sun City, nous avons été assassinés, et les institutions étaient bloquées. Il n'y avait qui pouvait être légitime comme président de la République. C'est pourquoi on est allé pour résoudre la crise de légitimité des institutions. Et c'est dit dans la Constitution. Actuellement, le président de la République est légitime, issu d'une élection. Le gouvernement est là, les 2 chambres du Parlement sont là. La Constitution, il y en a même l'opposition qui souhaite le dialogue là, pense qu'on ne peut pas changer ni réviser la Constitution. Ouais. Or, ils doivent critiquer la Constitution
pour dire que cette constitution n'est plus adaptée. On ne peut pas toucher à la constitution, ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas, mais c'est être incohérent dans la démarche. Comment ça? À quel niveau? Les dialogues, il faut prouver que les instruments juridiques existants, en premier la constitution, n'est plus adapté aux réalités sociopolitiques. Deuxièmement, que les institutions en place ne bénéficient plus de la légitimité. Depuis que nous sommes là, Félix va au stade, il est embrassé par la population, il est dans la masse. Vous voulez quelle autre sorte de légitimité? C'est ça la légitimité? Il n'a pas peur. Le peuple se retrouve en lui, l'embrasse comme on embrasse son père après la chasse. Alors donc, vous êtes en train de dire... Non, vous comprenez déjà, il y a deux éléments qui font défaut à la nécessité de la convocation du dialogue. La constitution est là, les élections sont légitimes, la preuve c'est le stade, avec l'accueil de Léopard. Si on doit convoquer le dialogue, on doit commencer par toucher à la constitution. Bien sûr, s'ils pensent que la constitution... Moi, personnellement, j'ai déjà constaté que la constitution mérite d'être révisée. Et même je suis même avancé dans mes études. Même les articles verrouillés, on peut les toucher? Verrouillé, non verrouillé. Article verrou, non verrouillé, l'article 220. J'ai déjà expliqué ça ici. Et donc, il y a problème de nationalité. Il y a des juristes comme vous il y a des qu'on ne peut pas toucher aux articles verrouillés, notamment maître Jean-Claude Catédé, pour ne pas les citer. Hein. Ça dépend de quelle lecture ils font. Moi, j'ai fait une étude comparée entre la constitution rwandaise et la constitution de la République du Niger qui ont verrouillé la disposition verrou, ce qui n'est pas le cas ici. Okay. Et une autre question, c'est cette nécessité-là de verrouiller la disposition verrou, la nationalité, jusqu'à quand on serait détenteur de double nationalité en contradiction avec la Constitution. Ils sont nombreux, hein, la Constitution doit s'adapter à cette réalité sociologique. Il y a problème de gouvernement provinciaux. Il y en a qui souhaitent que les gouverneurs soient nommés par le président de la République. Il y a le Sénat qui est une institution inutilement budgétivore. Il y a les institutions d'appui à la démocratie qui ont été nécessitées par la sortie des crises de la Sun City pour qu'on puisse accompagner, n'est-ce pas, puisse accompagner le processus de mise en place des institutions. Est-ce qu'aujourd'hui, des institutions d'appui à la démocratie se justifient? Il faut les supprimer. Pour les supprimer, il faut passer par la révision de la Constitution. Donc le dialogue, oui, mais on doit d'abord toucher à la Constitution. Je ne dis pas oui, j'invite... Non, j'ai dit non, si le président de la République acceptait, mais avant de convoquer... Ah oui, on va convoquer notamment, parmi les sujets à discuter dans le dialogue, la révision de la Constitution pour l'adapter aux réalités sociologiques et politiques, et notamment savoir pourquoi... Alors, vous avez pris les armes. Les politiques qui demandent le dialogue n'ont certainement pas pensé, même les CC et la SENCO, à travers le pacte social, n'ont pas pensé à ce piège. Non, mais Félix va accéder, mais même s'il restait... Même un jour. Non, s'il reste seulement un jour, on met en place un gouvernement d'union nationale. Il n'a pas fait les deux mandats. Ah oui, un gouvernement d'union nationale qui n'est pas de sa propre initiative, sachez très bien que tout sera remis à zéro. Alors pour ceux qui ne l'avaient pas suivi, Maître, vous avez essayé d'en parler, mais quand même c'est profond. Hein, lorsque Henri Mova répond à Fayoulou en disant « Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais capable de diriger le Congo comme Joseph Kabila. Je vous le rassure que sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, il n'y a aucun Congolais politicien intelligent et sage comme Joseph Kabila. Et voilà pourquoi nous devons nous battre pour rétablir Joseph Kabila au pouvoir. Car un Congo sans Joseph Kabila à sa tête, c'est un enfer total. Donc Félix Tshisekedi à la tête de la RDC, Henri Mova je vous réponds. Henri Mova, apparemment, c'est quelqu'un qui parle bien. C'est un professeur. Un professeur. Il a été ministre. Hein. Je l'invite à scruter ce cours de logique formelle, intellectuelle. Logique formelle. Formelle, intellectuelle. Il dit aucun Congolais. Aucun. C'est-à-dire il s'agit là d'une négative universelle. Il s'agit d'une négative universelle.
Si aucun Congolais n'a la mesure de Kabila, Kabila est-il Congolais? C'est lui qui le dit. Hein? Parce que si Kabila était Congolais, il n'aurait pas utilisé la négative universelle excluant tout le monde de tout ce qui est Congolais, y compris lui-même. Alors, il faut maintenant chercher une autre nationalité qui fait que Kabila, comme il n'est pas Congolais, il est excellent. Donc, dire ça, c'est donner même raison à Joseph Kabila qui pensait qu'entouré de professeurs d'université, que tous étaient des gens quelconques. Il n'a pas eu de bonnes personnes. N'a pas eu de bonnes personnes. Kabila, il est venu comme il est venu. Il a exercé les fonctions. Mais quand Félix parle, parce que maintenant nous parlons de lui et de Félix, c'est envolé, la maîtrise des dossiers. Vous êtes de la presse. Dites-moi quand est-ce que vous êtes allé à l'interview vis-à-vis de Félix, on vous a donné des questions à poser. Vous posez des questions librement. Et ce fut le cas où les journalistes étaient sélectionnés, des questions à poser bien identifiées. Qui est mieux? Qui est intellectuellement fort? C'est Félix, parce qu'il affronte la presse à l'improviste. Et il a la maîtrise de tous les dossiers. Un Congo sans Kabila, c'est un enfer total. Maître, vous êtes aussi dans cet enfer. Un Congo sans le Rwanda, c'est la prospérité. Sans l'implication du Rwanda dans la gestion de notre pays, c'est la prospérité. Alors pourquoi aujourd'hui on doit toujours continuer à parler de Joseph Kabila Kabange alors que Jean-Marc Aboun dit aujourd'hui le problème ce n'est plus Joseph Kabila, le problème c'est Félix Antoine Tshisekedi qui a encore plongé le pays dans un tableau un peu sombre hein, qu'il a lui-même dressé hein, devant ses militants. Il ne peut pas, j'ai beaucoup de respect envers Jean-Marc Aboun, une personnalité politique dans notre pays que je respecte beaucoup. Mais il ne peut pas dire le contraire ni faire autrement. On sait que, en tant qu'opposant, il doit voir tout en mal pour expliquer pourquoi, les cas échéants, le peuple peut le lire en lieu et place de celui qui est là. Donc c'est tout à fait normal. Mais sinon, s'il a clamé... Il avait beaucoup aussi critiqué Joseph Kabila. S'il a clamé, qu'est-ce qu'il dirait à la population pour voter pour lui? Donc c'est le rôle normal d'un opposant de critiquer tout ce que celui qui est en place fait. On est pratiquement à la fin, mais vous avez appris le recrutement de magistrats dans la partie est de la RDC. Pour quelle finalité? Est-ce que c'est déjà une balkanisation? Finalement, beaucoup de questions. Je me demande, comme disait Coutinho Fernando, ils ont bu quoi? Ils ont fumé quoi? D'abord, l'organe de recrutement de magistrats, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas n'importe qui recrute le magistrat. De deux, les magistrats sont nommés par le président de la République. Y a-t-il un président de la République? Là-bas, est-ce Bissimo ou est-ce Nanga? 3. Les magistrats concourent à l'administration de la justice qui est rendue au nom du peuple congolais, selon la Constitution. Les ordonnances, jugements et arrêts des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République. Comment ces magistrats-là seront nommés par qui? Recrutés? Est-ce qu'il y a un conseil supérieur de magistrature là-bas? Comprenez? Mais ils ont organisé les choses à leur manière. Les candidats n'ont donné que la preuve qu'ils n'ont pas été à l'école du droit parce qu'un juriste bien formé devrait d'abord se questionner des questions importantes. Mais est-ce qu'ils avaient d'autres choix? En amont, non, on s'abstient. Tout le monde n'a pas concouru. Ceux qui comprennent la leçon que je viens de donner, tout le monde n'a pas concouru. Ils seront nommés par qui? Par le Rwanda. Qui de deux est président de la République? Nanga ou Bissimo? Qui va les nommer? Ils vont rendre les décisions au nom de quel peuple? Peuple balkanisé, peuple congolais, alors qu'ils n'occupent qu'une portion du territoire national.
Ils vont exécuter leurs décisions, seront exécutées au nom de qui? Du président de la République. Quel est le président de la République? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour dire que des fois, l'on pense poser des actes, mais lorsqu'on n'a pas été bien formé, bien outillé, bien blindé, comme nous, comme vous. donc on tombe à côté. Alors pour terminer, des aventures de mauvais goût. Pour terminer, les FRDC a confirmé quand même l'interpellation de certains hommes en uniforme et d'autres qui sont assiégés en résidence surveillée. Qu'est-ce que Maître Jean-Marie Kabengela pense de cette confirmation? Parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations en cette période où la RDC est agressée dans sa partie est. En raison de la présomption d'innocence dont sont bénéficiaires les personnes interpellées et en vertu de mon statut d'avocat susceptible d'être consulté à tout moment, vous souffrez ainsi que nos téléspectateurs souffriront que je ne réponde pas à cette question-là. On comprend que c'est une question qui met mal à l'aise, Maître Jean-Marie Kabengela. Alors merci d'avoir répondu à nos questions. Vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui a eu encore le plaisir de vous suivre. En tout cas, c'est pour la première fois sur le plateau Info 7. Oui, bon, c'est un plaisir pour moi d'être invité par vous. Vous m'avez fait honneur de venir partager avec nos téléspectateurs les questions d'actualité. Nous disons au sujet de l'accord de Doha que c'est du n'importe quoi, ce n'est pas un acte juridique susceptible de produire des effets de droit. Et au sujet du dialogue qu'on convoque, qu'on demande, j'ai interpellé ceux qui demandent le dialogue d'être conséquents, de façon que si cela est convoqué, qu'il soit conséquent, même s'il restait un jour sur le mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il va se représenter pour la prochaine élection. Et j'ai parlé également que d'après mon analyse politique et scientifique, l'accueil de Léopard par le président de la République est un signe fort qui démontre la légitimité de l'élection président de la République parce que 18 ans passés, nous avions un président militaire, mais un militaire qui avait peur d'affronter les civils. Mais ici, vous avez un civil qui va à la rencontre de ses compatriotes sans peur d'être assassiné. Et donc, il a la confiance de la population. Alors, merci beaucoup, Maître Jean-Marie Kabengela, avec donc le plaisir de vous retrouver prochainement dans Info 7. Avec plaisir. Mesdames, Messieurs, je rappelle que notre invité de ce jour, honorable Maître Jean-Marie Kabengela, était sur ce plateau comme politique et scientifique. Vous avez certainement aimé cette émission et n'hésitez pas de nous écrire. La porte de Info 7 reste grandement ouverte et merci à vous de nous avoir suivis. C'est complètement fini parce que c'est l'heure. Je ne cesserai de le dire, Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7 votre émission, Info 7 notre émission. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Congo Web Télévision, la chaîne haute définition. Au revoir.